Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire, hein, consacré à l'agroforesterie. Donc, comme levier actionné pour atténuer l'impact du changement climatique sur les exploitations agricoles et sur les territoires. Alors, ce webinaire est organisé par les chambres d'agriculture du Grand Ouest dans le cadre du 7e Forum Climat-Énergie. Je me présente tout d'abord, je suis donc Samuel Leport, chargé de mission en agroforesterie à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et j'animerai ce webinaire en compagnie de Ludovic Gézéquel, hein, qui est conseiller agroforestier à la Chambre d'agriculture de Bretagne, qui recueillera Bonjour. donc vos questions dans le chat. Alors, nous avons souhaité donc aborder l'agroforesterie comme une solution en réponse aux enjeux climatiques et énergétiques actuels, hein. Donc c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Alors, tout d'abord, à travers la plantation et son impact sur le stockage du carbone sur les exploitations agricoles. Alors, ce sujet sera abordé lors de l'intervention de Yann Pivin, de la Chambre d'agriculture de Normandie, et qui est chargé de mission agroforesterie, agronomie et biodiversité, ainsi qu'animateur d'un GI2E agroforesterie en Normandie. Ensuite, nous passerons sur deux autres interventions, donc plutôt sur des parties concernant la gestion et la valorisation du bois bocager via les filières locales de production de bois énergie, avec pour objectif, hein, de réduire l'utilisation d'énergie fossile et de gérer durablement la ressource sur les territoires. Donc, il y aura deux intervenants sur cette partie-là. Alors donc, Florian Villepelé tout d'abord, qui est de la Chambre d'agriculture des Pays de Loire et responsable de la SIC, Maine-et-Loire Bois Énergie, et Emmanuel Lelièvre, qui est agriculteur en Mayenne et président et directeur général de la SIC Mayenne Bois Énergie et référent régional Label Haie en Pays de Loire. Donc voilà, avant de commencer les interventions, quelques consignes, hein. Donc, on est sur un format à peu près d'une heure, hein, entre les interventions et les questions qui seront prises après chaque intervention, après la première intervention de Yann Pivin et donc ensuite après les deux interventions d'Emmanuel et de Flora. Voilà, donc il y aura possibilité de poser vos questions via le chat. Donc, Ludovic se chargera de compiler donc ces questions-là et de les proposer après les interventions. Donc, pensez à bien couper vos micros et caméras pour ne pas perturber les interventions, bien entendu. Et je précise que ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur la chaîne YouTube des Chambres d'agriculture. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Yann, si tu veux bien prendre le relais. Oui, bonjour. Donc, Yann Piva, moi, je travaille donc, comme ça a été évoqué, à la Chambre d'agriculture de Normandie. Je suis notamment animateur d'un GI2E sur le sujet et l'objectif aujourd'hui, c'était un petit peu de vous présenter le travail qu'on a mené là, courant 2021 sur le stockage additionnel de carbone dans les parcelles agroforestières. Donc tout ça, ça s'inscrit justement dans le GI2E Agroforesterie. Donc c'est un groupement d'intérêt écologique et économique qui est porté par l'association ADAN, donc Association pour une dynamique agroforestière en Normandie. Donc cette association, elle a été créée en 2015, mais ça découle en fait de travaux qu'on avait déjà initiés au niveau de la Chambre avec certains agriculteurs membres fondateurs depuis les années 2008 en fait. Donc en 2015, l'association s'est créée. Nous avons tout de suite, enfin l'association a tout de suite répondu à l'appel à projet sur la création de GI2E porté par le ministère de l'Agriculture et a décidé de confier l'animation du GI2E à la Chambre d'agriculture, donc à travers ma personne. Donc le GI2E est agréé depuis maintenant janvier 2016 jusqu'en 2030. Parce que quand on a déposé le projet, on s'est dit que travailler sur 3 ans, c'était quand même un peu court quand on parle de l'arbre et qu'il nous fallait au moins une quinzaine d'années pour pouvoir avoir des choses intéressantes, quoi. Le GI2E aujourd'hui, il regroupe une douzaine d'exploitations. Et puis, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 195 hectares d'agroforesterie intraparcellaire, ce qui représente près de un petit peu plus de 2500 arbres au total plantés. Et puis, depuis 2016, donc, on a différents travaux qui ont été menés sur le BRF, sur le paillage des plantations, sur les interactions entre le sol et les cultures, sur des suivis biodiversité, des référentiels technico-économiques et ainsi de suite, et le sujet carbone. Voilà, parce que le sujet carbone, c'est quelque chose qui a tout de suite été dans l'ADN du GI2E. Ce questionnement du changement climatique, qui est quelque chose qui tenait à cœur aux agriculteurs, parce qu'on commençait à voir un certain nombre de choses. Et il y avait cette idée de travailler sur cette thématique, sur les deux entrées, effectivement l'atténuation, mais aussi l'adaptation.
Et donc, sur le côté atténuation, il y avait cette logique de stockage carbone. Et en parallèle, enfin, à la même époque, il y avait le projet Carbocage qui était mené justement par les chambres Pays de Loire et qui nous donnait des résultats assez intéressants, notamment sur le stockage additionnel. Et donc, nous, on avait déjà un petit peu travaillé sur le stockage carbone, puisqu'on avait les premières parcelles, on a mesuré les arbres à la plantation, on les a remesurés 6, 7, 8 ans après. Donc, on avait un petit peu l'accroissement de ces arbres-là. Et puis, on s'était un petit peu amusé à transformer ça en stockage de carbone, voilà, en estimant la biomasse aérienne, en estimant la biomasse racinaire, en regardant ce que ça pouvait amener en plus dans le sol, en prenant aussi un petit peu en compte ce qui était stocké au niveau de la bande enherbée. Et puis, vous voyez, sur l'exemple de cette parcelle-là, qui fait à peu près 6 hectares, on arrivait à un stockage estimé aux alentours de 30 tonnes de CO2, quoi. Donc ça, c'était des choses assez intéressantes de pouvoir un peu chiffrer, parce que la BBO donne des écarts de stockage qui sont assez importants, hein, parce que de manière générale, la BBO donne entre 1 et 4 tonnes de carbone par hectare et par an dans les parcelles agroforestières. Et donc, avec cette gamme de variations, il était pour nous important d'avoir quelque chose de plus précis localement. Et puis justement, Carbocage, la méthode qui était sortie de suivi, d'évaluation du stockage additionnel, ça nous a beaucoup plu, parce qu'on a voulu justement aller plus loin dans ce compartiment sol, de savoir qu'est-ce qui est restitué au sol en tant que tel, à la fois pour cet enjeu, on va dire, changement climatique, adaptation, atténuation, mais aussi il y avait des enjeux un peu de fertilité des sols, voilà, de quantité de matière organique, de fertilité, de minéralisation et donc d'azote disponible aussi pour les cultures. Donc on a travaillé un petit peu ce thème-là plus spécifiquement. Et donc c'est le résultat que je vais vous présenter là. Donc c'est dans le cadre d'un appel à projet porté par la Draft Normandie sur l'animation des GI2E. Donc, on a répondu à ce projet-là en 2019. On a eu notre feu vert en 2020. En 2020, il s'est passé un petit impact sanitaire qui nous a décalé dans notre réalisation, mais on a pu faire ça en 2021. Donc, on a ici parcelles différentes sur la région, donc ex-région Haute-Normandie. Donc, une bonne partie dans le département de l'Eure et une autre partie sur la Seine-Maritime. Donc, des parcelles qui avaient des âges différents, donc de 4 à 55 ans dans les systèmes agroforestiers, de surfaces différentes aussi, et avec des systèmes différents aussi à l'intérieur. Donc des gens qui étaient en agriculture biologique, d'autres en conventionnelle, avec élevage ou sans élevage. Et sur chacune de ces parcelles, on a fait des mesures de carbone à différentes distances de la ligne d'arbre, donc de chaque côté, en amont du vent dominant et en aval du vent dominant, et à différentes profondeurs. Sur chacun de ces points, on a donc envoyé un échantillon au laboratoire et on a fait des mesures de densité apparente, de façon à pouvoir après transformer ces analyses de labo en stock de carbone par hectare. Là, vous avez enfin, je ne sais pas si c'est bien visible à l'écran, mais on voit un petit peu la diversité de nos parcelles. Donc, je vous disais, hein, de 4 à 55 ans en termes d'âge, et puis de 7 jusqu'à 46 arbres par hectare en termes de densité. Globalement, on est quand même sur des sols de limon, une grosse dominance, limoneuse, assez peu de cailloux. On est sur une charge en éléments grossiers qui va de 0 à 20 au maximum, quoi. Et puis pour finir, présenter un petit peu le contexte climatique, on est sur une zone, avec un climat océanique un petit peu dégradé, puis on va vers le sud-est du département, avec une température moyenne de 10 degrés et puis, une pluvio comprise entre 500 et 800 millimètres. Voilà. Donc là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, de tous les graphiques qu'on a pu faire, mais vous avez ici un graphique qui illustre en fait l'évolution de la teneur en carbone des sols entre la zone agroforestière et la zone contrôle, c'est-à-dire sans arbres. Donc on voit effectivement qu'il y a un impact significatif de la présence des arbres sur la quantité de carbone présent dans les sols. Et là, c'est sur l'horizon 0,60, parce qu'on avait que 2 parcelles avec 60-90, donc on les a un petit peu exclus de notre analyse, au moins sur cette approche-là. On voit effectivement que les arbres ont un impact sur le stockage de carbone au niveau des sols. Bon, ça, on ouvre un petit peu une porte. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir dans notre contexte comment les choses se passaient. Et quand on regarde au niveau du calcul de flux, enfin de stock, on a en grosso modo, en moyenne, sur notre échantillon, 11% de carbone en plus dans la zone agroforestière par rapport au contrôle, hein. Et puis sur la parcelle qui est la plus âgée, ça va jusqu'à 59% de carbone en plus dans le sol par rapport au contrôle. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important et on arrive grosso modo, hein, si on extrapole un petit peu nos résultats et qu'on essaie de les linéariser, à un accroissement médian de 627 kg de carbone par hectare et par an.
Mais c'est là qu'il y a une petite subtilité, c'est qu'on ne peut pas extrapoler ce résultat à l'ensemble de la parcelle, parce que vous vous rendez bien compte qu'un jeune arbre qu'on vient de planter ne va pas avoir le même impact au niveau de la surface autour de lui qu'un arbre qui a 55 ans. Donc il y a une montée en puissance un petit peu de l'impact de l'arbre sur le stockage de carbone. Et ça, on a pu le voir justement avec notre échantillon. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'à 10 ans, donc des arbres qui ont une dizaine d'années, on commence à avoir un effet significatif sur le stockage de carbone jusqu'à peu près 6 mètres sous le vent et 3 mètres en amont du vent, quoi. Mais uniquement sur l'horizon 0,30, on ne voit pas d'effet encore sous les horizons plus profonds. Donc on voit bien que ce côté stockage de carbone, il y a une montée en puissance un petit peu qui se met en place au niveau des parcelles. Et ça, c'est important de le prendre en compte parce que si on extrapole les résultats tels quels, on peut tout de suite arriver à une surestimation et ça serait un petit peu problématique, quoi. Et tout ce travail-là, donc couplé aussi avec tout ce qu'on a pu faire en amont sur le suivi de croissance des arbres, on a réussi à créer un petit, un modèle en fait où, bah, on a un petit peu notre vitesse de croissance des arbres, sur le département. On a ce retour un petit peu de stockage de carbone dans les sols, dû à la présence des arbres, et donc on arrive un petit peu comme ça à modéliser la quantité de carbone que va pouvoir stocker une parcelle donnée, sur notre, département et de pouvoir se projeter un petit peu dans le temps. Et ça, c'est un exercice qu'on a fait hier avec un groupe d'agriculteurs, voilà, où, en plus de travailler sur la quantification de carbone stocké dans le sol, on a aussi travaillé sur leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc là, je vous présente un exemple, c'est via le diagnostic, CAP2ER, je pense que vous connaissez. Donc c'est un diagnostic qui permet de faire un bilan comment, d'émissions des gaz à effet de serre sur une exploitation en prenant à la fois son système de culture, la présence des animaux, enfin tout un tas de critères. Et donc vous avez, c'est ce qu'on voit sur la partie gauche, les émissions aujourd'hui liées à son système de culture et à son assolement. Et puis en dessous, le capacité de stockage sur l'exploitation. Dans le cadre du CAP 2ER, il y a des propositions d'action qui sont mises en place. Donc, on voit l'estimation du plan d'action. Donc, c'est la zone un peu centrale. Et vous voyez que là, dans le projet de l'agriculteur, il y avait l'idée de planter des haies. Et on voit l'impact de la plantation des haies donné par le diagnostic. Donc, aux alentours de 4 tonnes de CO2 sur l'ensemble de l'exploitation. Et nous, avec le travail qu'on a fait de stockage carbone et en prenant aussi les éléments de carbocage, on a pu affiner la partie haies et agroforesterie. Parce que la particularité de ce modèle, malheureusement, c'est qu'il ne prend pas en compte le stockage lié à l'agroforesterie intraparcellaire. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a quand même 16 hectares d'agroforesterie sur l'exploitation, hein, donc ce qui fait quand même 22% de sa SAU. Mais pourtant, dans le bilan, dans l'outil CAP2ER, ça apparaît d'un point de vue, enfin, ce n'est pas évalué en termes de stockage carbone. Et donc, on a pu, avec le travail qu'on a pu faire, affiner le stockage carbone lié à cette agroforesterie intraparcellaire sur son exploitation, et donc à lui montrer que ces parcelles-là stockent l'équivalent de 7 tonnes de carbone, enfin de CO2, pardon, sur l'ensemble de son exploitation. Et ça, c'est quelque chose qui a pas mal intéressé les agriculteurs du GI2E. La restitution de ce travail est toute fraîche, hein, parce que ça a eu lieu hier après-midi. Et on a même extrapolé un petit peu le travail en se disant, voilà, si on conserve que ces 16 hectares d'agroforesterie et qu'on voit un petit peu vos émissions annuelles, au bout de combien de temps vous arriverez, entre guillemets, à une neutralité carbone? C'est-à-dire que, au bout de combien de temps il faut garder les arbres pour qu'ils compensent complètement les émissions de CO2 cumulées depuis leur plantation? Eh ben, on arrive à des pas de temps qui sont très très longs. Et la conclusion, hein, c'est que, effectivement, les arbres sont intéressants pour stocker du carbone, mais quand on veut parler émissions, enfin impact climatique, empreinte climatique, il ne faut pas se focaliser que sur la compensation. On s'aperçoit qu'il faut quand même, dès à présent, travailler sur la réduction des émissions, parce que ça reste quand même un des leviers très importants de réduction de notre empreinte climatique, et que les arbres, après, au moins l'agroforesterie intraparcellaire vient en complément pour compenser les émissions qu'on pourra pas réduire concrètement, quoi. Voilà. Oui, merci Yann pour ta présentation. Je pense que tu as terminé, il me Oui, oui, semble. oui. Hein, voilà, d'accord. Donc voilà le contact de Yann, hein, si vous voulez Bah, il aussi y avait lui. peut-être une dernière Oui, info que j'ai vas-y, je oubliée. t'en prie. Justement, par rapport au diagnostic CAP2ER que je vous ai montré, vous voyez les 16 hectares d'agroforesterie, ils ont un poids assez intéressant en termes de stockage carbone. Et ce qu'on a pu voir, c'est que leur emprise, c'est aujourd'hui à peu près 1,7% de la SAU, quand on cumule vraiment l'emprise à la fois des haies et de l'intraparcellaire. Par contre, ça permet de compenser 6% des émissions, quoi.
Donc là aussi, Mm. c'est de travailler sur un ratio occupation du sol efficience qui est assez intéressant à prendre en compte pour les agriculteurs. Ouais, ce qui intéresse les agriculteurs de ton groupe, c'est premièrement, c'est de viser la neutralité carbone, hein, par rapport Oui, à c'est leurs ça. propres émissions et de pas se, comment dire, euh, vendre leur crédit carbone dans un marché volontaire. Enfin, Bah, eux, premièrement, c'est neutralité c'est- carbone qui voilà, vise. c'est le travail. C'est une réflexion hein, qui existe depuis 2015, hein, donc on a eu le temps un petit peu de réfléchir sur le sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, leur approche, et c'est ce qu'ils ont rappelé hier, Hmm, c'est que eux visent d'abord un peu la neutralité carbone sur leur c'est normal. exploitation, hein. Bon, c'est un Hmm, peu dans l'objectif de 2050, hein, voilà, ça concerne, enfin, les objectifs français concernent l'économie, dont l'agriculture, parce que c'est quand même un secteur économique. Et eux, dans leur approche, c'est de dire qu'il faut qu'on arrive à à une neutralité carbone sur nos fermes. Voilà, parce qu'il faut qu'on contribue à cette empreinte, enfin voilà, à ce côté lutte contre enfin, atténuation du changement climatique, quoi. Et dans le lot, là, sur les fermes où on a fait ce travail, on en a un qui arrive à la neutralité, quoi, concrètement. d'accord. Et un autre Ok. qui, dans 10 ans, soit en conservant les arbres, enfin voilà, sera aussi à la neutralité, quoi. D'accord. Et quel est le modèle, le profil justement des exploitations qui sont plutôt qui tend à la neutralité? Enfin, Bah, c'est c'est plutôt plus des des profils grande systèmes culture, quoi. herbagés? Grande culture? Ouais, c'est plus des profils Ok, grande culture en système élevage. On d'accord. s'aperçoit que c'est plus compliqué à atteindre, quoi. Ok, très bien. Enfin, en tout cas, dans notre échantillon, hein, voilà. Bon. Ok. Je laisse à l'écran, enfin, quelques secondes aussi le contact de Yann si vous avez voilà, des souhaits de le contacter sur le sujet. Mais juste avant de prendre quelques questions déjà sur cette partie, c'est juste de faire un petit focus aussi sur un GI2E alors, qui s'appelle Agrofi pour agroforesterie intraparcellaire, qui a été, euh, euh, qui a été créé en 2021, donc c'est aussi tout récent. Il y a un peu les mêmes objectifs que ce que tu as présenté, Yann, hein, dans le cadre de ton GI2E. On s'est rendu compte sur la Bretagne qu'on avait très peu ou pas de références en agroforesterie intraparcellaire. Donc, quand on parle d'agroforesterie intraparcellaire, on est sur l'association d'arbres avec une production agricole au sein d'une même parcelle, hein. C'est ce que tu nous as montré en photo tout à l'heure. Et l'idée de ce GI2E, hein, c'est donc collectivement d'accompagner et d'avoir des références, enfin les agriculteurs concernés du GI2E, mais aussi de créer des références aussi technico-économiques, hein, dans ce domaine pour pouvoir justement communiquer et montrer que les bienfaits, hein, en tout cas, de ces systèmes agroforestiers intraparcellaires, notamment comme tu as pu le présenter sur les aspects carbone notamment. L'idée, c'est donc à partir des 9 projets qui ont été installés, c'est tout récent, hein, cet hiver, avec des financements d'ailleurs du plan de relance. On a donc installé 90 hectares en agroforesterie intraparcellaire sur des exploitations très, très différentes les unes des autres, hein. Donc on est sur des parcelles soit cultivées, soit sur des prairies pâturées ou fauchées. Bon, ça représente quand même tout de même 22 kilomètres de linéaire, enfin d'alignement d'arbres, hein, un peu plus de 3600 arbres plantés, et avec des densités donc de 40 arbres à l'hectare, pardon. Et l'idée, c'est donc bien entendu, d'appliquer un peu le protocole que tu as expliqué, hein, donc notamment sur les prélèvements au sol, hein, pour quantifier le stockage carbone euh, au départ, à l'état initial, hein, de ces plantations, donc pour voir un peu l'évolution de ce stockage dans les années à venir. Et on travaille également avec Bretagne Vivante, hein, sur les aspects biodiversité également. Donc on a différentes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a différentes pistes de suivi pour ces plantations-là. Après, elles servent bien entendu de référence et un peu de plantation, enfin, ou de site pilote, hein, et démonstratif. Donc on l'a fait dans le cadre aussi donc de Resagri. Alors Resagri, hein, c'est le logo que vous voyez en haut à droite. Donc c'est le groupe de développement agricole, hein, donc du Morbihan.
Il y a un autre groupe aussi, un autre GI2E sur lequel on travaille aussi sur l'agroforesterie, c'est dans tout ce qui est parcours volaille, dans le cadre d'un GI2E aussi poule pondeuse, hein, avec plusieurs actions qui sont mises en avant, hein, sur lesquelles souhaitent travailler les agriculteurs adhérents de ce GI2E. C'est donc sur la conception et la réalisation donc, de plans d'aménagement des parcours, les suivis techniques aussi de l'aménagement des parcours, hein, de par la plantation, qu'est-ce qu'on plante, comment on entretient, les temps d'entretien aussi, ça peut être important aussi de montrer aux agriculteurs qui souhaitent concrétiser des projets, d'avoir aussi une idée aussi sur les temps d'entretien. Les essais aussi sur la valorisation alimentaire du parcours. Et bien entendu, dans le cadre du groupe, hein, cette visite de parcours aménagé, échange de pratiques, hein, ça c'est le, le cœur du GI2E, c'est vraiment de l'échange de pratiques, hein, et donc de se documenter et de se former auprès de d'autres GI2E. Ben, d'ailleurs, on ira peut-être voir le GI2E en Normandie, hein, pourquoi pas. Et identification aussi des services environnementaux rendus et quantification du stockage carbone. Donc ça, c'est aussi une piste d'action qui a été souhaitée par le groupe. Bon, ce GI2E-là, c'est un peu une continuité de ce qui a pu être fait dans le cadre du CASDAR Bouquet. Donc, il y a déjà eu pas mal de références en la matière, mais il nous a semblé intéressant aussi au sein de ce groupe, hein, d'avoir un peu des sites de démonstration, hein, sur le secteur, enfin sur la région Bretagne. Voilà. Donc, c'est deux petits rajouts aussi qui permettent de faire le lien avec le G2E que tu animes. Alors, on Alors, a quelques questions là voilà, dans l'espace de je te passe la main, conversation. Ludo. Je vais en sélectionner deux. Je ne sais pas si on aura le temps pour une troisième. Il y a Anastasie Fesneau qui demande un vieil arbre produit moins de nouvelles feuilles qu'un arbre en pleine croissance. Pourquoi la courbe de stockage de carbone est-elle linéaire? Et ne devrait-on pas observer plutôt une courbe logarithmique? Alors après, la question, c'est quel âge est un vieillard? 55 ans, est-ce que c'est vieux? Je ne sais pas trop. Après, qu'on la mette en linéaire ou qu'on la mette en logarithmique, in fine, ça ne change pas grand-chose sur notre résultat, enfin, dans notre échantillon, pour la simple et bonne raison qu'on a quand même un échantillon qui est un petit peu déséquilibré avec enfin, la majorité des parcelles qui ont moins de 10 ans et une qui a plus de 55 ans. Donc en fait, voilà, on a pris le parti de cette illustration-là. On a testé aussi la partie logarithmique. Les écarts, au final, sont pas si importants que ça. Voilà. Mais oui, on peut imaginer que c'est plus logarithmique que linéaire. Après aussi, l'autre difficulté, c'est qu'on a peut-être une phase quand même dans l'ensemble de la vie de l'arbre où il y a enfin, un moment dans la vie où il y a peut-être quelque chose qui est un peu exponentiel en termes de croissance. Voilà, donc moi j'ai pris le parti de linéariser pour dire voilà, comme je ne sais pas trop à quel moment ça s'accroît très fort, à quel moment ça ralentit et autres. Par contre, la correction nécessaire après sur ça, c'est de régulièrement aller faire les mesures des arbres dans nos parcelles test pour justement coller au plus près de l'accroissement des arbres et pouvoir répondre à cette question-là. Voilà. D'accord. Alors, une deuxième question, c'est les 7% de compensation carbone avec les agroforestières en intraparcellaire. Est-ce qu'elles comprennent le stockage de carbone sur pied et aussi la valorisation de dés se substituant aux énergies fossiles? Alors, on n'a pris que le stockage lié à la présence de l'arbre. On n'a pas regardé après l'usage de l'arbre globalement. Et Mhm. ça prend en compte la partie aérienne, la partie souterraine, la bande enherbée et le stockage additionnel dans le sol. D'accord. On a peut-être le temps pour une troisième et Oui, dernière question. ouais, j'en avais Savoir vu l'un. là. Ah oui, je t'en prie, Yann. Oui, j'avais vu celle de pourquoi dans le bilan, on passe de 4,6 à 7 en carbone sur les haies. C'était pour préciser que dans le modèle CAP2ER, il a tendance un petit peu à sous-estimer le stockage de haies. Et nous, on est reparti avec les données de carbocage pour réaffiner cette Ouais, partie-là. C'est ce qui explique la différence. D'accord. très bien. Voilà, Samuel, je ne sais pas Donc s'il nous c'est reste bon. du temps pour une dernière question. Si on peut en prendre une, hein. Ouais, ouais. Savoir l'impact de l'agroforesterie sur le rendement agricole lors des années sèches en particulier. Aussi, s'il y a un Nous, ça impact. fait
Ça fait 10-12 ans qu'on a des parcelles agroforestières sur le département où on fait des suivis de rendement. On ne voit pas d'effet de la présence des arbres négatif sur les rendements. Voilà. Ce qu'on sait sur des données plus long terme qui viennent un peu du sud de la France, c'est que au long cours, il y a une diminution du rendement liée à la présence des arbres. Par contre, il y a des travaux qui sont en cours, notamment pour des années climatiquement sèches, qui montrent que en fait, dans les parcelles agroforestières, on maintiendrait le potentiel de rendement, alors que dans les zones sans arbres, là, il y aurait vraiment un impact beaucoup plus fort. Donc, on est en train de... Mais là, il faut attendre les publications qu'elles se finalisent. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de passer il y a quelques années, en disant, voilà, on va avoir un impact sur le rendement avec plutôt une diminution, à quelque chose qui semble dire, bah, on va peut-être maintenir les niveaux de rendement et du coup, limiter la diminution liée aux à-coups climatiques assez forts. Mais ça reste à confirmer. Les travaux sont en cours. Il n'y a pas encore suffisamment de recul pour pouvoir vraiment le valider, quoi. Mais voilà un petit peu les tendances. Merci Yann pour Sinon, pour les toute autres la- questions, je vais répondre dans le chat. Oui, tu Ah bah, c'est peux parfait. pendant l'autre intervention. Ouais. Ou sinon, on les prendra tout à la fin, éventuellement. Voilà, On tu me verra dis. si on a le temps. Ouais. Voilà, bah merci Yann pour ton Bah, de rien, intervention. merci de votre écoute. Merci beaucoup. Et donc, on va passer tout de suite à la seconde intervention donc, de Florent Villepelé, donc, qui est responsable de la SIC Maine-et-Loire Bois Énergie. Donc là, on va parler plus de gestion et de valorisation du bois. Je te laisse la main. Alors, hop, voilà. Je Merci te laisse la Samuel. main, Florent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue en Maine-et-Loire, sur Angers plus particulièrement. J'imagine on représente un peu tout le Grand Ouest. Donc, effectivement, l'objectif du petit quart d'heure qu'on va passer aujourd'hui, c'est de vous présenter donc la SIC Maine-et-Loire Bois Énergie. Donc, c'est une filière locale qui a été créée donc en 2012 sur l'émanation donc de la Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire à l'époque. Pour répondre à une double problématique qui était donc le déclin par manque d'entretien donc de la trame bocagère dans le département, et puis également d'encourager tout ce qui était politique de replantation des haies. Donc, il a été créé donc en septembre 2012 une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui réunit un certain nombre donc de représentants donc que l'on verra tout à l'heure. Et l'idée donc c'est notre ADN et qui l'est toujours au jour d'aujourd'hui, c'est de commercialiser du bois déchiqueté produit localement, puisque donc plus de 50% de notre on va dire marchandise, de nos plaquettes est issue donc de la valorisation des bois issus de l'entretien des haies, et à destination principalement donc des collectivités locales et puis des privés donc qui ont des chaufferies de tailles différentes. Donc au jour d'aujourd'hui, la SIC, on approvisionne 28 chaufferies, dont 26 sont situées dans le département du Maine-et-Loire, pardon. Nous en avons une dans le 44 et une autre dans les Deux-Sèvres. Donc, je vous ai fait un petit slide concernant la particularité, donc, comme je vous le disais, donc, de notre gouvernance. Puisque donc, nous sommes réunis en collège, l'idée de base, lorsque la SIC a été créée, c'était de réunir l'ensemble des intervenants et interlocuteurs de la filière, c'est-à-dire du fournisseur, qu'il soit agriculteur notamment, jusqu'au client final, en passant donc par un collège représentant donc les partenaires et les territoires. Donc, on travaille comme un certain nombre de coopératives ou de SIC, à savoir donc on réunit l'Assemblée générale une fois par an, et puis il y a également des comités consultatifs et d'orientation qui se réunissent 3 à 4 fois par an pour prendre les grandes décisions de la structure. Nos services, donc un petit slide, et puis je rentrerai dans les détails tout à l'heure. La particularité donc de la coopérative, c'est que nous travaillons essentiellement avec des prestataires. Nous n'avons pas de matériel en propre, donc je dirais qu'on est au milieu donc de la chaîne qui va de l'amont à l'aval. Donc en amont, bien évidemment, on trouve les fournisseurs de bois déchiqueté, que sont principalement les agriculteurs. Nous travaillons également sur du bois forestier.
Nous travaillons également sur du bois dit industriel, à savoir le SSD, donc la palette, parce qu'on a des clients qui souhaitent faire fonctionner leur chaufferie et leur chaudière avec des mixtes énergétiques. Et puis nous travaillons également avec les collectivités locales de plus en plus, de façon à valoriser les bois issus soit des parcelles communales, soit des travaux en espace vert qu'ils peuvent réaliser. Donc les utilisateurs, comme je le disais tout à l'heure, bien évidemment, donc les particuliers, les collectivités, les entreprises, avec des chaufferies de tailles différentes, avec des bois également, avec des cahiers des charges différents. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais donc ça va de la plaquette sèche à la plaquette dite humide. Et puis nous travaillons, mais très peu, nous faisons un peu de paillage pour les horticulteurs, les services espaces verts. Et puis on travaille également sur la problématique du bois en remplacement de la paille, notamment en ce qui concerne tout ce qui est litière pour les animaux. Donc voilà, donc nous sommes au milieu de la chaîne, un peu le chef d'orchestre, on va dire, de façon à pouvoir assurer la production, la livraison donc de plaquettes et énergie. Donc nos rôles, comme je le disais, donc accompagner les fournisseurs, justement dans l'organisation des chantiers. La particularité donc de notre cycle dans le Maine-et-Loire, c'est qu'on fait 90% maintenant des chantiers où l'on prend de A à Z l'organisation, c'est-à-dire qu'on fait une visite au préalable chez l'agriculteur. On regarde avec lui s'il a un plan de gestion des haies et puis donc si il est existant, donc on s'y réfère. Autrement, on se substitue, donc on a un technicien qui fait le point avec l'agriculteur sur le chantier, à savoir sur quel type de haies nous allons intervenir, comment nous allons couper les arbres, est-ce qu'on va faire du recépage, du tétard, et puis ça permet de déterminer également les quantités de bois qui vont être, qui vont sortir année après année sur l'exploitation. L'idée, c'est pas de faire des gros chantiers. On a une taille, on va dire, minimale de chantier à réaliser pour optimiser et payer tous les frais. Mais l'idée, c'est d'intervenir dans la durée, en fait. Donc, on parlait de la gestion durable de la ressource en bois. Voilà, c'est exactement ça. Donc, si plan de gestion il y a, donc on s'y réfère. S'il n'y a pas, on encourage fortement à ce que l'agriculteur donc le réalise. Et puis autrement, on se substitue de par notre savoir-faire et notre expertise, justement, pour valoriser la ressource durablement. Donc, collecter le bois issu des fournisseurs, donc voilà, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Donc, deux filières, bois plaquettes dites sèches pour les plus petites structures. Donc, on les stocke et on les sèche et on les crible, puisqu'on a de plus en plus de clients qui veulent un produit, on va dire, calibré et normé. Et puis également, on passe par des prestataires pour livrer les différentes chaufferies avec différents moyens. Mais donc là, vous voyez à l'image, donc c'est essentiellement des fonds mouvants, donc des semis sur les grosses structures jusqu'aux caissons souffleurs sur les moyennes et plus petites. Donc les objectifs, bien évidemment, c'est d'apporter des solutions d'exploitation du bois de par notre réseau, notre expertise, comme je le disais. Ça nous permet d'organiser les chantiers au mieux. Soit ça part directement en chaufferie, soit c'est stocké. On a la particularité, chez nous, c'est d'acheter le bois à l'agriculteur, mais de le rémunérer également pour le stockage et le rechargement. Parce que 80% de nos stocks ne sont pas sur plateforme, mais ce sont les agriculteurs qui stockent le bois. Bien évidemment, on est plutôt sur de la grosse plaquette dite humide, qui n'a pas besoin donc d'être stockée à l'extérieur. Donc garantir la pérennité de la filière bois énergie, effectivement, donc c'est la raison pour laquelle on n'est pas là pour faire du one shot et puis faire une razzia sur le territoire. On y veille également, donc on a des éléments de cartographie que l'on va mettre en place qui vont nous permettre également de voir sur un territoire donné quel est le linéaire de haies qui a pu être valorisé année après année. Parce que forcément, on est observé et on est attendu sur ce sujet-là.
Donc, les fournisseurs adhérents de la SIC ont l'obligation de réaliser un plan de gestion durable des haies et des systèmes agroforestiers. Et puis, donc, évidemment, hein, on encourage les autres agriculteurs donc, à le faire. Et parce que donc, l'idée, c'est de faire un focus à un moment donné, un état des lieux sur leur exploitation, voir effectivement quel est le patrimoine bocager qu'ils ont, et puis justement d'organiser la récolte durablement. On parlait donc de l'achat du bois tout à l'heure. Évidemment, l'idée, c'est de rémunérer équitablement le travail des producteurs de bois, donc à la fois sur la matière en tant que telle, mais à la fois également sur les services qu'il peut nous apporter en termes donc de stockage, de livraison, de rechargement, etc. Quelques chiffres pour vous montrer que depuis 2012, les chiffres sont à la hausse, avec bien évidemment quelques dents de scie à la fois à la hausse ou à la baisse, dû notamment, évidemment, quand on a un marché assez important de livraison, notamment sur des grosses chaufferies telles que Angers, quand on a le marché, ça nous met un sacré élan, mais quand on le perd, forcément, donc il faut le rattraper. Vous pouvez voir également quelques ventes de bois de paillage, et puis également, plus anecdotique, mais depuis 2 ans et demi, on souhaite valoriser tout ce qui est bois d'œuvre. Donc, notre technicien qui est de formation forestière notamment a pas mal contribué à cela. C'est-à-dire que sur certaines exploitations, on a des bois qui peuvent être valorisés en planches, notamment, ou en piquet, et que si on peut éviter d'en faire des plaquettes et puis de le valoriser autrement, à la fois pour la filière bois d'œuvre et puis également pour l'agriculteur, on le fait. Engouement également depuis 1 an là, sur des peupliers, où effectivement, au lieu de tout faire partir en bois énergie, eh bien, on travaille avec un réseau qui nous permet d'exploiter le bois soit en déroulage, soit en sciage, en fonction bien évidemment de la qualité. Et puis, ce qui fait notre force, c'est que on peut proposer un service tout en un, à savoir donc valorisation bois d'œuvre, et puis pour tout ce qui est tronc, et valorisation bois énergie pour tout ce qui est tête. Donc, double valorisation, on a un chantier propre. Donc voilà, on a également cette partie-là qui est en plein développement, sachant qu'on est plutôt sur ce que j'appellerais de l'épicerie, hein, c'est-à-dire que tous les petits chantiers de peupliers que les gros faiseurs forestiers, ça ne les intéresse pas de faire venir le matériel, nous, on répond présent. Pour illustrer également donc notre activité, on voyait tout à l'heure que plus de 50% donc du bois que l'on achète est du bois bocager. Et puis tout le reste, donc on est sur 18% de forestiers. On achète du bois auprès de nos prestataires à hauteur de 6%, mais c'est principalement du bois bocager également. Et puis un peu de bois industriel, donc comme je le disais, pour répondre à nos clients en termes de mixte donc énergétique. Donc voilà les différentes valorisations du bois de bocage. Donc le chauffage, évidemment, bois énergie. Litière animale, mais on s'aperçoit également qu'on est capable, avec nos prestataires, on en profite pour faire des doubles chantiers. Chantier de bois énergie, mais également une partie du bois qui peut être gardé à la ferme, séché. Donc notre expertise est importante également, de façon à avoir une qualité de bois qui permette donc de les mettre sous les vaches, notamment, ou en logette, en fonction des produits que l'on peut sortir. Et puis également l'engouement donc du paillage pour les plantations, à la fois auprès des collectivités adhérentes de la SIC, et également donc auprès donc des grossistes. Petit focus notamment sur la démarche qualité, parce que c'est important. Donc depuis classique et SIC, on va dire, les cahiers des charges des chaufferies est assez pointu, parce que une chaudière, comme vous le savez, plus ça va, plus c'est de l'horlogerie et de l'orfèvrerie. Donc effectivement, il faut une qualité de bois irréprochable, à la fois en termes de granulométrie, mais également à la fois en termes de taux d'humidité.
Donc c'est la raison pour laquelle la SIC, donc on a investi donc dans une étuve et puis un granulomètre, de façon à caractériser l'ensemble de nos tas. Donc c'est un petit travail. Donc ça veut dire que on repasse chaque année chez nos les 70 fournisseurs de bois, bocagers, agriculteurs. Une fois que le bois est en stock chez eux, donc on repasse, prendre des échantillons de façon à caractériser l'état et puis à les envoyer en chaufferie avec le taux d'humidité le plus pointu. Donc c'est la raison pour laquelle, puisque tous ces outils étaient en œuvre donc au sein de la SIC, il a été décidé en janvier 2019 donc d'adhérer auprès donc de l'association nationale CBQ+, Chaleur Bois Qualité Plus, qui nous permet l'accession donc au certificat PEFC, donc plus sur des gisements forestiers, et à la norme ISO 9001. Voilà. Un petit schéma qui permet de résumer également tout ce que l'on vient de dire. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est garantir la pérennité des haies. On parlait de stockage carbone, donc eh bien, on s'aperçoit, et puis ce n'est plus à prouver, que si on n'entretient pas les haies, eh bien, donc, on diminue sensiblement donc, leur durée de vie. Lorsque on les entretient, eh bien, donc, la pousse, la régénération donc, permet de stocker du carbone. La valorisation du bois plaquette qui va en substitution donc des énergies fossiles dans les différentes chaufferies, mais également ça permet donc de faire des économies de carbone. Donc voilà, toutes les aménités du bocage, évidemment, je pense que à la fois en termes de lutte contre l'érosion, en termes de lutte contre la pollution, et puis pour améliorer la qualité des eaux, dans les secteurs d'élevage, lutte donc contre le vent et puis faire des abris pour les animaux. Et puis j'en passe et des meilleurs, notamment sur des notions de biodiversité, faune-flore. Donc voilà. Et la valorisation économique des haies, bah, c'est une des solutions qui permet aussi à l'agriculteur d'entretenir ses haies, que les trames bocagères ne soient plus un frein et puis ni une charge, mais plutôt une source de valorisation. Et puis on le voit notamment dans notre département, hein, parce que alors il y a les plans de relance et les différents process donc pour favoriser les plantations de haies, mais voilà, il y a des secteurs où on observe vraiment un réel boom, quoi. Très bien. Donc voilà, Merci, une Florent. filière locale, encore une fois, une filière locale au service de la trame bocagère du département. OK. Très bien. Merci pour cette présentation de la SIC. Merci. Et puis, on va enchaîner parce qu'on est à peu près sur les mêmes thématiques, hein, de gestion et de valorisation du bois, avec la présentation d'Emmanuel, qui est pareil aussi, c'est une structuration SIC, hein, et on va plus précisément, on va s'attarder aussi sur le label haie. Voilà, je te donne la parole, Emmanuel, et après on prendra les questions pour vos 2 interventions, si vous voulez Ouais, bien. bonjour, ouais, merci, merci Samuel, merci Florent, et puis merci Yann, hein, pour ta présentation sur le carbone qui était super intéressante. Donc oui, moi je vais donc présenter l'activité de la SIC Mayenne Bois Énergie en essayant d'être complémentaire à l'exposé de Florent, puisqu'évidemment on est sur les mêmes objectifs, à savoir préserver le bocage, offrir une solution locale. Donc je vais essayer d'être plutôt complémentaire plutôt que de redire les mêmes choses, puisqu'on a beaucoup de points communs, évidemment. Je te laisse passer. Donc, alors quelques chiffres très rapides, mais c'est pas ça l'essentiel. Donc, on existe depuis 2008. Alors, peut-être juste une petite différence, c'est que en fait, nous, on est vraiment l'émanation d'un territoire, donc le territoire de la Haute-Mayenne, même si maintenant on est sur toute la Mayenne. Donc, c'est vraiment l'initiative de citoyens et de collectivités qui, ensemble, se sont posé la question comment on pouvait substituer les énergies fossiles et nucléaires au local. Et donc, effectivement, la solution biomasse est apparue. Et donc, de ce travail qui a été entamé en 2005, en utilisant la biomasse au local pour substituer du fossile, c'est comme ça qu'est né Mayenne Bois Énergie en 2008.
Donc, en fait, très rapidement, les chiffres ne sont pas très importants. Voilà, maintenant, on est 5 ETP à travailler à Mayenne Bois Énergie, dont 50% de notre temps est vraiment dédié à la mise en place du label A chez nous. J'y reviendrai hein, dans mon exposé, mais aussi pour accompagner les autres entités, structures, quelles qu'elles soient dans le pays ligérien, et puis même au-delà un petit peu, à communiquer sur le label A et les accompagner, s'ils le souhaitent, sur la mise en place du label A sur leur territoire. Du label A labellisé ou simplement accompagner des agriculteurs dans leur souhait, leur volonté de changer, de se réapproprier la sylviculture de l'arbre de la haie. Voilà. Donc, on approvisionne aujourd'hui 43 chaufferies. Alors, on est un petit département, 300 000 habitants. Donc, forcément, les tonnes de bois ne sont pas les mêmes. Donc, 5 000 tonnes de bois vendus. Néanmoins, le contexte, malheureusement, politique et énergétique fait que beaucoup de projets en ce moment émergent, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on a des perspectives assez court terme de progression très nette de notre activité. On a aujourd'hui 140 agriculteurs, agricultrices sociétaires. Donc ça, c'est volontaire hein, d'avoir beaucoup d'agriculteurs engagés. On pourrait très bien faire avec 80 agris, sans toucher au capital. Notre souhait, en fait, est de faire, tu l'as dit Florent, un peu de la cueillette tout à l'heure pour... En fait, on limite les chantiers par agriculteur à 50 tonnes en moyenne. Hein, ça peut être 100 tonnes et l'année d'après, 0 tonnes. En fait, généralement, nos agris mettent du bois 2 ans sur 3 de telle façon à ce qu'on puisse engager un maximum d'exploitants vers la gestion pérenne de leur bocage. Entre parenthèses, on a 50, 60 exploitants, exploitantes sur liste d'attente qu'on ne peut pas, où on ne peut pas acheter le bois parce que on n'a pas assez de débouchés pour le moment. Un chiffre que j'aime à rappeler, tu l'as dit Florent, on travaille pour l'environnement, au sens large, très large, mais aussi d'un point de vue économique. On a acheté pour plus de 2 millions d'euros de bois aux agriculteurs depuis notre activité. C'est exponentiel, évidemment, parce qu'on a démarré avec quasiment rien. Donc, ce chiffre a évolué très rapidement. Et donc, moi, j'aime à rappeler qu'on a une vertu économique, sociale et solidaire sur notre territoire. Et puis, sans doute, les éléments sur lesquels je vais m'attarder, hein, c'est que près de la moitié de nos agris sont d'ores et déjà labellisés label A. C'est en 2 ans, voilà, donc 2020, ça c'est les chiffres 2022, donc les chiffres 2023 vont être beaucoup plus élevés, donc ça fonctionne, je vais y revenir après, et près de la moitié, 44% de notre bois agri est label A aujourd'hui, sachant que 80% de notre bois est d'origine bocagère, hein. Donc on a vraiment... c'est vraiment un souhait depuis l'origine de Mayenne Bois Énergie, c'est de travailler avec du bois des haies. Effectivement, on a 20% qui n'est pas bocage, hein, c'est du bois un peu comme fait Florent en Maine-et-Loire, hein, des collectivités, voilà, des espaces agricoles. Donc, on le fait plus pour rendre service. Voilà. Donc, je vais y venir donc à la gestion durable. Voilà. Donc, tu l'as abordé tout à l'heure, Florent. Donc, on a 2 outils sur lequel s'appuyer, qui existent, qui fonctionnent. Donc, le premier outil, c'est le PGDH, en plan de gestion durable du bocage des haies. Donc, voilà, c'est vraiment un outil qui nous permet de faire le diagnostic des haies de l'exploitation agricole. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie, là où on voit quels sont les linéaires, qu'est-ce qui est valorisable, qu'est-ce qui est urgent à valoriser. Donc, ce sont soit des haies qui sont très dégradées, soit des haies qui sont sénescentes. Donc, en priorité, c'est sur celles-ci qu'on agit. Et vraiment, c'est un outil de travail sur lequel on s'appuie à 2 points vraiment pour nous, donc pour savoir quel bois utiliser, mais surtout, c'est un outil pour l'agriculteur pour qu'il prenne conscience du patrimoine qu'il a. Alors moi, tu l'as dit, hein, Samuel, moi je suis agri, je suis dans la filière depuis très longtemps et en fait, j'avais aucune idée avant mon PGDH de combien j'avais de mètres linéaires sur mon exploitation, combien j'avais de densité, j'avais aucune idée, aucune.
Je m'étais même pas trop posé la question. Je me posais la question sans avoir la réponse. Et en fait, je pensais faire des choses correctement. Et puis, je me suis aperçu en regardant ça de près que sur ce diagnostic, j'avais pas mal de haies dégradées parce que moi aussi, j'ai utilisé les pareuses, j'ai utilisé le lamier. Et en fait, ça m'a permis de regarder les dégradations qu'involontairement ou inconsciemment, j'avais faites sur mes haies. Donc vraiment, quand on va voir les agris, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas une culpabilité, c'est juste essayer de provoquer une prise de conscience de ces haies et dans quel état elles sont et de quelle valorisation il peut espérer. Donc ça, on s'appuie, c'est un outil hyper important, c'est le diagnostic de base. Et puis après, il y a les préconisations sur quelles sont notamment des plantations qu'on peut préconiser compte tenu du parcellaire, compte tenu des risques d'érosion notamment, du confort des animaux, enfin, etc. Alors tout ça, les préconisations, ça va de soi, c'est en fonction des souhaits des agriculteurs, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et puis derrière, en fait, on arrive chez nos agris sociétaires et autres avec un outil, un deuxième outil, et je parle d'outils volontairement et à escient, le label haie. Alors, le label haie, dans un premier temps, quand on le présente aux agris, on ne le présente pas comme une certification. On le présente comme un outil permettant de mieux comprendre le fonctionnement de l'arbre, sa physiologie, quels sont les impacts des mauvais gestes et quels sont l'intérêt d'avoir d'autres gestes, d'autres façons de faire sur sa haie. Donc, c'est vraiment un outil d'appropriation, de réappropriation de la culture de l'arbre. Et c'est vraiment en ça qu'on utilise le label haie comme un outil pédagogique. Donc, je sais pas, je vais en parler après, plus tard. Tu peux passer la slide suivante. Voilà, juste avant de rentrer dans les détails, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le label haie, on n'en a pas du tout le temps. Juste pour dire que c'est pas un label, comment dire, c'est pas une progression, comment dire, agressive, où on est bien, on est labellisé, on n'est pas bien, on n'est pas labellisé. C'est pas le cas du tout. En fait, il y a vraiment une phase d'acculturation qu'on laisse aux agriculteurs, des phases de progression pour progresser à leur rythme en fonction voilà, de leurs possibilités, du temps dont ils disposent, dans le temps de connaissances qu'ils ont. Donc voilà, généralement, pour faire très très vite, on a une phase d'échange. Donc généralement autour du PGDH et autour ce qu'on appelle un pré-audit. Un pré-audit, c'est on met en évidence les premiers indicateurs qui sont vraiment essentiels d'améliorer en vue de sauvegarder, de sauver l'immédiat de la haie. Voilà. Donc on fait une phase d'information, de formation, voilà. Et quand on sent que l'agri est prêt, uniquement quand il est prêt, on fait ce qu'on appelle l'audit d'entrée. L'audit d'entrée, donc on évalue tous les indicateurs. S'il atteint tous les indicateurs du palier 1, ce sont des indicateurs vraiment très basiques. À ce moment-là, l'agriculteur rentre dans la démarche de progression. Et là, je vais aller très vite parce que je vois que le temps passe. Après, donc, il y a des systèmes de formation, je vais y revenir, pour apprendre à l'agriculteur, pour changer les pratiques et progresser à son rythme dans le label haie. Donc, on donne 6 ans à l'agriculteur pour atteindre le palier 2 et en définitive 10 ans pour atteindre le palier 3. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très progressives et donc, tu peux passer à la slide suivante. En fait, ce qu'on met en place, c'est toute une dynamique pour dépasser les freins. Voilà. Donc, on procède de 2 façons. On fait des formations de groupe et ça, c'est vraiment très efficace. J'en ai encore fait une hier sur Cran, où en fait, on réunit les agriculteurs, on regarde leurs pratiques et c'est entre eux et avec eux qu'on regarde les résultats de la pratique. Et on essaye de voir avec eux qu'est-ce qu'il convient de faire. Et en fait, on s'aperçoit, j'étais avec un groupe hier qu'on suit depuis 2 ans,
Et alors, je les ai complètement félicités à la fin parce qu'ils sont devenus aussi pros que nous. Ils ont compris, en fait, quand ils arrivent sur une haie, ils voient tout de suite la haie passe RCP, ils voient tout de suite le chicot, ils voient tout de suite le peigne, et tout de suite, ils me disent, ouais, pas de problème, là, j'ai vu. Et ça, c'est un truc qui fonctionne, mais vraiment incroyable. Et ce qu'ils réclament également, c'est du suivi individuel, c'est-à-dire, bah oui, moi, il faut que tu viennes chez moi, parce que là, je vais faire une haie l'année prochaine, je coupe quoi, je coupe comment, je garde quoi, et là, tu m'as parlé d'arbres reconnaissables, enfin, d'intérêt biodiversité, enfin, donc, ils ont vraiment besoin des deux, et donc, en fait, ce qu'on met en place, c'est vraiment une alternance formation de groupe et formation individuelle. Et ce que je mets en vert, là, effectivement, c'est que nos premiers agris qu'on a labellisés, donc il y a 2 ans, eh bien, en fait, ils sont devenus, sans s'en rendre compte, des ambassadeurs. Et donc, ils défendent en fait beaucoup mieux le label que moi, je pourrais le faire maintenant avec vous. Voilà, ça, c'est absolument incroyable. Et puis, deuxième chose que je veux, enfin voilà, que je veux mettre, que je veux souligner, c'est vraiment la vision pragmatique de la haie et de sa bonne gestion. Et qu'en définitive, pour entrer dans le label, je dirais plus globalement, pour bien s'occuper de sa haie, il faut être feignant. Voilà. Donc ça paraît un peu paradoxal. Plus tu fais rien, plus tu gagnes de l'argent. Voilà. Donc là, je pourrais l'étayer. C'est en fait, c'est plutôt que de gaspiller de l'argent à passer de la débroussailleuse du lamier, tu acceptes de lui laisser de la place et qu'au bout du bout, tu la valorises correctement, comme l'a dit Florent, et que tu la valorises soit en litière chez toi, soit en bois énergie, bah, tu es gagnant sur tous les tableaux. Voilà. Et tu peux passer. Et donc voilà, bah, c'est faire parler les chiffres, c'est dans le prolongement. En fait, c'est vraiment notre travail, c'est de faire passer la haie d'une charge qui est vécue encore malheureusement par la majorité des agriculteurs à un outil de production et rémunérateur. Voilà. Donc c'est vraiment notre objectif au travers de cet outil et du label haie. Voilà, ce que j'ai mis avant, je l'ai déjà dit, hein, c'est on essaie d'engager le maximum d'agris dans le label haie. Tu peux passer à la suivante. Donc, tout ça, effectivement, c'est du travail, on en a conscience. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'augmenter au maximum le prix d'achat. Faut vraiment travailler sur tous les leviers qui permettent de rémunérer l'agriculteur au juste prix pour le bois, pour le travail qu'on lui demande pour la collectivité, pour préserver voilà, les services écosystémiques de la haie. Voilà. Et puis, la deuxième chose, et ça c'est une décision hein, de notre groupe, on a une commission fournisseur bois bocage à Mayenne Bois Énergie, hein, on a une 12aine d'agris dans ce groupe, et donc ils ont pris la décision qui a été proposée en CA puis en AG, c'est que 100% de nos agriculteurs soient labellisés en 2026. Donc ça, c'est vraiment une décision importante. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 50%, tout à l'heure presque 50%. Là, aujourd'hui, on a 50%. Hein. Et donc, dans 3 ans, l'objectif, c'est d'être à 100%. Et c'est vraiment quelque chose que Mayenne Bois Énergie porte et de façon très, 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 très collective. Voilà. On peut passer la diapo. Voilà. Donc, c'est vraiment notre vision, c'est vraiment une énergie locale, renouvelable et puis éthique. On veut vraiment pas être mis en défaut nulle part sur le fait que la ressource qu'on produit, que ce soit pour éventuellement du paillage, du bois d'œuvre, parce que nous aussi on travaille sur l'émergence d'une filière bois d'œuvre, hein, on est qu'aux-prémices encore. Hein. C'est que tout ça, ce soit vraiment issu d'une vraie gestion pérenne, durable, et puis bah, certifiée du coup, parce que la certification, c'est 3 fois rien, hein, je n'aurai pas le temps de développer, mais ça se fait vraiment très facilement et rapidement. Et puis c'est vraiment l'aboutissement, effectivement, entre une cohérence entre les politiques publiques et le label haie. Et donc, ce que je rappelle toujours à mes clients, c'est que quand ils achètent du bois combustible à Mayenne Bois Énergie et ailleurs, hein, il n'y a pas que Mayenne Bois Énergie, issu du bocage d'une gestion pérenne. Donc nous, l'objectif, c'est qu'avec la certification qu'on a derrière,
c'est qu'il y a tous les services écosystémiques qui sont rendus derrière de façon incontournable, sûre et réelle, et que du coup, ils achètent vraiment du territoire. Ils achètent du carbone, ils achètent de la biodive, ils achètent de la régulation de la masse, de la qualité de l'eau, ils achètent du paysage. Les agris gagnent en confort pour les animaux, etc. Donc, c'est vraiment le territoire qui est gagnant derrière tout ça. Et puis, je crois qu'il y a une dernière slide. Je crois qu'il y a une dernière slide. Voilà. Normalement, c'est bon. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc effectivement, ce que je dis aussi aux clients, c'est que vraiment, on a avec nos filières de toutes nos structures, hein, parce que donc il y a Florent, il y a moi, mais il y a aussi en Bretagne, il y a plein de filières, hein, via tout le réseau des Quatner-Brez, hein, toutes les structures filières bois, hein, donc on est très très nombreux. On est en mesure effectivement d'apporter une qualité, une sécurisation d'un approvisionnement, alors de plus en plus de qualité, hein, on est tous en train de progresser par rapport à la qualité de nos combustibles et surtout la sécurisation du prix. Et donc, juste une petite slide par rapport à la hausse des prix. Donc là, c'est sans bouclier tarifaire, c'est parce qu'on a subi, heureusement. Mais on voit bien que, donc ça, c'est des sources que j'ai eues de Fibois, Pays de la Loire, donc c'est pas avec la Bretagne. Donc, en fait, le prix du bois bocage a augmenté à peu près de 10%, mais voilà, c'est rien par rapport aux autres structures. Donc, c'est vraiment quand même quelque chose d'important. Dernière chose qui n'est pas là, j'ai été interpellé fin de semaine dernière par Fibois, Pays de la Loire. Une question auquel je n'ai pas été capable de répondre, c'est est-ce que là, il y a beaucoup de projets qui émergent pour les 3-4 prochaines années. Alors, je pense que c'est partout, hein, Pays de la Loire, ça doit être partout en Bretagne. La question qui m'a été posée, c'est est-ce que et donc avec, dans le cahier des charges, une demande de bois bocage issu de la gestion pérenne. Notamment, on parlait de façon assez claire du label haie, mais bon, on parlait, voilà. Et il me demandait, est-ce qu'on est en capacité, compte tenu des volumes annoncés, est-ce qu'on est capable de pouvoir les fournir? Donc, évidemment, je n'ai pas plus la réponse. Alors, peut-être que parmi vous tous qui êtes là, vous avez la réponse. Moi, je ne l'ai pas. La réponse que j'ai faite, c'est que je pense que probablement pour les 10 prochaines années, compte tenu du retard de coupe qu'on a dans nos bocages, compte tenu de la mauvaise, enfin de l'absence de valorisation, de coupe, je pense que pour les 10 prochaines années, on a encore de la ressource pour assurer une augmentation des volumes. Si et seulement si il y a une gestion pérenne de ce qui est valorisé actuellement. Si, pour parler très clairement, il y a des prélèvements dans les haies avec des outils sans reprise correcte derrière, pour assurer les repousses, sans s'assurer que derrière les prélèvements, les haies repoussent bien, sans passage de lamier, des pareuses, de piétinement ou de traitement phyto, eh bien, moi je pense qu'on ne sera pas en capacité, après ces 10 ans, de pouvoir assurer un approvisionnement dans les quantités actuelles et prévisionnelles d'aujourd'hui. Voilà, voilà. Merci Emmanuel. Moi, juste une petite remarque par rapport à ce que tu as dit. Hein. Je te rejoins effectivement par rapport à toutes les sollicitations qu'on peut avoir au sein de nos SIC aussi bretonnes, hein, de gros opérateurs aussi qui ont des projets, des gros projets, hein, du 10 000, 15 000 tonnes à l'année, enfin, de consommation. Et c'est vrai qu'on est sollicité en tant que fournisseur, hein, mais bon, sur des gros volumes comme ça me paraît compliqué de mobiliser autant de tonnage dans notre bocage, hein, sur ces projets-là. Ça peut être une partie, hein, on peut faire partie du plan d'appro, mais pas sur une totalité. Enfin, moi, ça me paraît compliqué. Mais en tout cas, on s'appuie quand même sur des études de ressources. Hein. Aujourd'hui, en Bretagne, on utilise à peu près 60 000 tonnes, hein, de bois issu du bocage. Il y a eu des études notamment menées par l'IGN pour identifier un peu la ressource qu'on peut mobiliser, hein, en plus. Bon, nous, on estime, hein, en étant raisonnable, hein, plus 50 000 tonnes. On pourrait doubler, on va dire, par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui, on pourrait doubler.
Après, je ne sais pas en Pays de Loire, il y a peut-être eu ces approches, Ouais. notamment de la part Non, de Fibois. non, mais je confirme, je confirme. Ouais, On peut doubler, je confirme ce que tu dis, Samuel, on peut doubler ouais, pour les années à venir la production sans toucher au capital, hein. oui. Ça, on a les mêmes chiffres en Pays de la Loire, il n'y a pas de problème pour les 10 prochaines années. La question, c'est est-ce que ce qu'on va prélever maintenant, on le retrouvera dans 15 ans, dans un Ouais, cycle c'est de ça. végétation qui permette le renouvellement et la préservation de l'existant. C'est Mhm. vraiment ça l'enjeu. Mhm. Parce que là, C'est une on, inconnue. on a, on a la chance d'hériter d'un stock qui a été sous-utilisé, sous-valorisé, qui a été estimé gênant par plusieurs, qui a été dégradé par beaucoup. Donc voilà, ça c'est le constat. Si on prélève avec voilà sans reprise, voilà, on sait très bien le travail des pelsécateurs, voilà, et si Mhm. et si derrière il n'y a pas de reprise et pas de protection derrière, on retrouvera pas le même capital dans 20 ans, c'est évident. Mhm. Mhm. Bien sûr. D'accord. Bon, c'est une inconnue, effectivement, qui est importante à prendre en compte dans nos approches et politiques publiques aussi, hein, d'ailleurs, hein. C'est vrai qu'on Hmm. parle de valorisation du bois, mais aussi, bah, il faut penser au renouvellement, à la plantation. Donc, c'est obligatoirement qu'il y ait Oui. enfin, un Il, parallèle il- il- entre ces politiques publiques-là. Ouais, ouais, il faut penser au prélèvement, et il faut penser est-ce que ça va repousser c'est derrière? ça. Et Ouais. c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Mhm. Si on se focalise juste sur le prélèvement, est-ce qu'il y a le prélèvement, et que derrière on oublie de mettre tout en œuvre pour que tout soit mis en œuvre pour que ça repousse bien, que ce soit bien en gestion et qu'on retrouve cet accroissement, on aura tout perdu. Non seulement, je fais le lien par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, non seulement par rapport à la biomasse qu'on aurait pu espérer qu'on n'aura pas, ou beaucoup moins, mais également par rapport au stockage carbone qu'on Mhm. promet et qu'on n'aura pas également. Mhm. Très bien. Bon, je vois le temps qui passe, Emmanuel, c'est un sujet sur lequel on pourrait passer des heures, c'est sûr. Je vais peut-être demander à Ludovic si tu as des questions par rapport aux Il deux y en a pas mal. interventions. Alors, certaines ont déjà eu des réponses dans la présentation d'Emmanuel, notamment sur la pérennité de la filière, là. Je vais peut-être prendre les trois dernières questions là, qui ont été posées pour l'instant. C'est Eddy Clérand qui pose une question sur est-ce qu'on a mesuré sur les chantiers entre une haie taillée régulièrement et une qui est en haie label les différences d'âge d'exploitabilité, de volume et de bois aérien, éventuellement racinaire? Est-ce qu'on a mesuré ce type-là de différence entre les deux, entre deux types de haies? Alors, je ne sais pas si quelqu'un pourra répondre à ça, parce que Alors, tout s'est fait alors rapidement. là, on est encore trop neuf hein, dans cette. Moi, je Hmm. pense que Eddy, tu poses une question qui est très très bonne et qui, je pense, dans le cadre de Respect ou d'autres programmes d'action, devront faire l'objet d'études. Moi, je vais encore faire une réponse qui vaut ce qu'elle vaut et de façon très empirique. Quand on fait une coupe bien à ras, bien reprise, quand je compte le nombre de repousses, de rejets qui partent de la souche, on est au minimum 50%. Alors, je vais faire un essai cette année hein, sur une de mes coupes. Je vais volontairement, j'ai fait venir une pelle sécateur cette année sur mon exploitation, et je vais volontairement laisser un tronçon de 100 mètres sans reprise. Hmm. Et donc, Eddy, je t'invite à venir faire le point dans quelques années, ou même dans 2, 3 ans seulement, pour voir comment elle s'est adaptée, comment on a repris et comment on peut, quelle perte ou quel gain, ça dépend quel côté on regarde, on peut espérer avec une bonne gestion réelle et suivie, et surtout suivie dans le temps. C'est pas uniquement à la coupe, mais c'est suivi dans le temps. Oui, bah, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, moi, c'est une question que je me suis posée par rapport à l'étude économique Respect, et justement en comparant les différents itinéraires, labels ou pas. Et donc, à un moment donné, forcément, il y a un gain de production de bois quand on est en label par rapport au volume de bois. Mais le problème, là, enfin, auquel je suis confronté, c'est de le quantifier. Donc, s'il y a un essai comme ça, chantier, ça peut être intéressant. Bon, il y a peut-être Emma aussi qui a peut-être des références par rapport à ça. Voilà, merci pour ta réponse. Alors, d'autres questions portent pas mal aussi sur le label en lui-même, au niveau du cahier des charges. Il y a déjà Emma Houplin de la fac agroforesterie qui a répondu dans la partie conversation en donnant un lien sur justement le label.
Mais est-ce que toi, Emmanuel, par exemple, tu aurais des réponses sur, par exemple, le linéaire minimum à engager dans un PGDH? Qu'est-ce qu'il est recevable, en fait, lorsqu'un exploitant qui s'adresse à une OCG, par exemple, doit apporter en termes de linéaire minimum pour que ce soit intéressant économiquement à apporter en exploitation? Alors, ça s'adresse à toi, mais à d'autres Oui, sites, là. bah, Florent également aussi, Peut-être hein. Florent Nous, en aussi, ouais. fait, on n'a pas de minimum, hein. Aujourd'hui, en fait, on accompagne des agris, c'est un peu paradoxal, hein, qui sont rentrés par le bois énergie, qui, en fait, au fur et à mesure, ont découvert qu'ils pouvaient utiliser leur bois pour faire leur litière, et qu'en définitive, c'était plus intéressant pour eux de conserver leur bois pour faire leur litière plutôt que de le vendre en bois énergie. Et donc, maintenant, on accompagne des agriculteurs avec la problématique suivante, c'est est-ce que j'ai assez de linéaire pour avoir l'autosuffisance en tonnes de bois pour faire ma litière? Donc, je réponds à moitié à côté de la question. Juste pour dire, en fait, il n'y a pas de linéaire maximum, minimum. En fait, il y a juste pour le moment, c'est d'apprendre à l'agri que en fait, elle a une valeur. Beaucoup d'agriculteurs ne se rendent pas compte qu'il a un patrimoine qui a vraiment une valeur importante. Et peu importe le linéaire qu'il a, on prend d'où il est. Et puis, s'il a peu de linéaire, on prendra, s'il veut le vendre, du bois une année sur 3, une année sur 4, peu importe. Et puis, on l'accompagnera à bien valoriser son linéaire et puis à l'accompagner pour faire de la replantation. D'accord, merci. Sinon, Vincent Béraud de Colner Braze qui repose d'autres questions qui avaient été posées plus tôt aussi dans la conversation. Au niveau du bois d'œuvre, justement, c'est transformé, tu disais, en scierie mobile. Est-ce que le stockage de ce bois-là se fait sur une seule plateforme ou en direct chez chaque agriculteur? Est-ce qu'il y a un volume minimum aussi pour organiser une valorisation de bois d'œuvre? Est-ce que c'est vendu en commun par la SIC? Ou c'est chaque agriculteur individuellement par la suite qui choisit son opérateur de vente? Donc, je pense que je vais reprendre effectivement C'était plutôt toi, le Florent. sujet donc à mon compte. Effectivement, différentes façons. L'avantage donc, c'est d'être assez flexible et adaptable. Et donc, bien évidemment, en fonction des volumes qui sont sortis sur chaque chantier, soit c'est massifié chez l'agriculteur et puis on fait passer un grumier. Et puis ça part directement dans les industries du bois, hein, que ce soit déroulage, sciage ou autre. On est en train justement de réfléchir, hein, c'est très bien que cette question soit posée, on est en train de réfléchir justement à pouvoir regrouper donc l'ensemble de ces bois, à la fois par essence, par qualité, puis faire des ventes en lot. Donc voilà, tout ça encore une fois, c'est assez récent, hein, dans l'activité de la SIC, mais en plein essor. Donc les questions que vous posez, on se les pose et puis on va y apporter des réponses assez rapidement, je pense. D'accord. On a peut-être le temps pour une Ouais, dernière question encore. vas-y, je t'en prie, Ludovic. Alors, ça aurait été plutôt là sur la valorisation en litière. Est-ce que vous avez des retours justement de cette valorisation-là? Comment elle est apportée au champ par la suite? Puisqu'on peut assister à des dépressions justement en valeur azotée par la suite. Alors, quel est le process derrière de ces exploitants-là qui utilisent le bois litière composté? Alors, comme c'est également une pratique assez récente, on commence à avoir du recul sur, on va dire, sur la mise en place, l'application donc de la plaquette en litière. J'ai vu quelques questions passer, hein. Est-ce qu'on les mettait en sous-couche? Est-ce qu'on faisait litière intégrale? Je dirais qu'il n'y a pas de recette. C'est vraiment du cas par cas parce que ça dépend aussi des animaux qu'il y a dessus, de l'alimentation, etc. Donc, vous le savez mieux que moi que tout ça, c'est pas, voilà, c'est pas une science exacte. Tout ce que je peux dire, c'est que le préalable, c'est d'en mettre une couche assez importante, drainante, en sous-couche, justement. On a des éleveurs qui, après, tournent uniquement à la plaquette. On a des éleveurs qui font un millefeuille, paille, plaquette. Voilà, donc je dirais que c'est vraiment en fonction aussi de chaque éleveur. On parle aussi de salissement. Je dirais qu'il y a des éleveurs qui sont plus ou moins sujets et qui acceptent plus ou moins le salissement des animaux. Donc voilà, tout ça, c'est à adapter au cas par cas.
Pour le retour au sol, effectivement, donc encore une fois, comme c'est une pratique relativement récente, je sais qu'au sein de la Chambre d'agriculture des Pays de Loire, il y a des études qui sont menées par rapport à cela, justement, pour voir comment se comporte la partie carbone dans le sol. On parle également donc de compostage. Oui, voilà, encore une fois, il n'y a pas de recette préétablie, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a des études en cours qui sont réalisées par nos agronomes, voir l'impact du retour au champ. Merci Florent. Peut-être en complément, Je t'en prie. donc en fait, les questions que nous posent souvent les agriculteurs par rapport à l'utilisation du bois en litière, la première c'est, enfin voilà, est-ce qu'une tonne de paille vaut une tonne de bois? La question c'est, quel est le coût d'une tonne de bois? Donc c'est très pragmatique. Après, c'est comment je le stocke, où je le stocke. Voilà, donc c'est juste en complément. Donc, et puis après, c'est comment je l'utilise. Donc c'est ce qu'a dit un peu Florent, hein. Et donc, voilà, ça nécessite d'avoir du recul. Donc on a, nous, de notre côté aussi, on commence à avoir un référentiel de coût de revient au chantier. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important de savoir déjà l'agriculteur dans quoi il s'engage s'il fait du bois déchiqueté pour faire sa litière. Parce que souvent, l'agriculteur va se dire, bah, moi, je vais essayer sur mes génisses et puis après, on verra sur les vaches. Donc, ce qui est pragmatique et logique, hein. Donc, déjà, savoir dans quelle aventure il s'embarque, donc avec juste les coûts de revient. Donc, c'est un premier rapport. Et puis, juste un témoignage que je voulais apporter, c'est que moi, je suis agriculteur depuis 20 ans, je fais du bois déchiqueté depuis 15 ans. Je n'achète plus de paille que depuis 2 ans. J'ai mis quand même 13 ans à avoir l'idée de tester la litière bois chez moi. Donc, juste pour dire qu'en fait, on est tous embarqués, chacun comme on est dans des habitudes. On a du mal à faire du covoiturage, on ne pense pas forcément à prendre le train. Notre bagnole, c'est important. Et là, nous, on est habitués, les agriculteurs agri, à utiliser de la paille. Et pour changer les pratiques, il y a tout un accompagnement à faire, au-delà des aspects agronomiques qui sont importants, etc. Et il y a déjà tout ce travail à faire d'accompagnement pour vraiment dire c'est possible de changer de pratique. Ok, très bien. Alors, une toute dernière question. Vas-y, Ludovic, ce sera la dernière. Ouais, ce sera vraiment la dernière, mais c'est vraiment une question d'ouverture. C'est de savoir un peu l'impact du réchauffement climatique sur la croissance des haies et par conséquent aussi la pérennité d'approvisionnement dans nos régions. Oula, belle question, hein. Grande question. Je te la laisse, Laurent. Ah, la patate chaude. Non, je peux juste vous donner une anecdote qui est donc à la fois liée au réchauffement climatique, mais également aux années peu pluvieuses là, que l'on vient de subir, on va dire, hein, clairement. On a fait on parlait tout à l'heure des analyses d'humidité et on a emmené un client directement sur un chantier qui venait d'être traité, qui venait d'être abattu. On était sur du frêne, donc qui est pas une essence réputée non plus pour être trop sèche. Et donc on a fait des galettes de bois, on les a mis dans notre étuve, et tout ça pour dire qu'un bois fraîchement abattu, c'était à l'automne dernier, il était à 29% d'humidité. Ah oui. Voilà, donc habituellement, ces bois, on les trouve plutôt entre 30 et 35. Donc oui, ça a un impact, clairement, ça a un impact. Donc à nous de voir comment on peut s'adapter, mais ça a permis également de montrer auprès de nos clients qui exploitent les chaudières qu'il y a également donc des adaptations à faire par rapport au cahier des charges et que on est sur cette pente-là, Mais je voulais dire également, par rapport à ce que tu pouvais dire, Emmanuel, c'est une petite note d'optimisme quand même par rapport à la ressource et au gisement. Il y a un atlas qui a été édité il y a 2 ans, je crois maintenant, par Fibois Pays de Loire, qui recense un peu justement quel est le potentiel de ressources, notamment en bocage, en forestier, etc. Alors, il est vrai, hein, au jour d'aujourd'hui, on est en deçà, on valorise un tonnage bien en deçà de ce qui peut être mobilisé. Donc, point de vigilance, je suis d'accord, mais donc voilà, pour le moment, donc il y a la ressource avec une exploitation et bien évidemment pérenne qui va permettre donc aux arbres de redémarrer.
Et puis également prendre en compte le territoire, parce que je sais que donc en Maine-et-Loire notamment, bordé d'un certain nombre de rivières, on peut avoir des rotations de valorisation un peu plus courtes que vous pouvez avoir notamment en Mayenne. Je pense notamment aux frênes têtards, qui sur des pratiques ancestrales, hein, encore une fois, on peut valoriser les bois tous les 12-15 ans. Alors qu'effectivement, lorsqu'on est sur du chêne ou sur du châtaignier sur d'autres territoires, il faut attendre entre 20 et 30 ans avant de pouvoir réintervenir donc, sur ces peuplements. Voilà, donc petite note d'optimisme. Et puis, vous avez l'ensemble de nos mails. Donc, pour celles et ceux qui veulent d'autres informations, n'hésitez pas à nous solliciter en direct. Merci. Merci en tout cas. Je viens juste de mettre vos contacts à l'écran. Je pense qu'on va clôturer, parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps, mais bon, c'est toujours intéressant de prolonger les débats et prendre au maximum les questions. Je vous remercie de la qualité de vos interventions. En tout cas, c'est vrai qu'on aurait pu traiter de plein de sujets et l'agroforesterie est quand même, on l'appelle un peu le couteau suisse du climat, mais sur différents aspects. Là, on s'est plutôt focalisé sur le stockage carbone et aussi le développement des filières bois-énergie en substitution des énergies fossiles. C'était un peu le choix qu'on avait fait dans ce webinaire, mais en tout cas, je vous invite, vous l'avez cité tout à l'heure d'ailleurs, que ce soit Eddy ou Emmanuel, c'était par rapport au CASDAR Respect. Donc il y a eu pas mal de webinaires, une série de webinaires qui passent en ce moment d'ailleurs, qui traitent aussi de ces sujets. Donc, je vous invite aussi à les regarder. Donc c'est Respect, donc c'est RESP apostrophe HAIE. Donc je crois que c'est en ligne, vous pouvez retrouver ces webinaires sur YouTube, il me semble. Voilà. Et en tout cas, ce webinaire a été enregistré, donc aussi, vous allez le retrouver aussi sur le YouTube des chambres d'agriculture. Voilà, on en a terminé. Je vous remercie pour la qualité encore des interventions. C'est très intéressant. Et merci en tout cas aux participants d'avoir assisté à ce webinaire.